Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de filmer aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé, quasiment un an je crois. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les raisons de mon absence. Qu'est-ce qui a fait que pendant une année, je n'étais quasiment pas présente sur les réseaux sociaux, un tout petit peu sur Instagram, mais je n'ai pas publié sur YouTube pendant toute une année. Je n'ai pas publié d'article de blog non plus. Là, j'en ai publié un cette semaine et ça faisait un an. Voilà, donc je voulais un petit peu vous expliquer tout ce qui s'est passé pour moi pendant ce temps-là et pourquoi j'étais moins présente. Et c'est parti. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, on a reçu une information très importante sur mon fils. On a reçu son diagnostic de trouble du spectre autistique. Donc voilà, on a appris qu'il était autiste. Alors je tiens à préciser, parce qu'on me posera probablement la question, je tiens à préciser que je ne l'ai pas du tout vécu comme un drame ou comme quelque chose de négatif. D'ailleurs, depuis le temps que je me renseigne sur l'autisme, mon regard sur l'autisme a aussi beaucoup changé. Je vois vraiment l'autisme comme un fonctionnement différent, ni mieux ni moins bien que le fonctionnement neurotypique, c'est juste une manière de fonctionner différente et qui certes pose beaucoup de difficultés au quotidien, surtout parce que le monde dans lequel on vit n'est pas adapté aux personnes autistes et qu'elles doivent se suradapter, et c'est surtout ça qui est compliqué. Le diagnostic en lui-même, moi je l'ai vécu comme un soulagement. Parce qu'en fait, il n'est pas tombé de nulle part non plus. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on avait des doutes avec mon mari, le papa de mon fils. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on se posait la question. Et le fait d'avoir enfin des réponses, d'être sûr et de pouvoir mettre des mots sur les difficultés de mon fils, de pouvoir en apprendre plus sur son fonctionnement, sur ses particularités, sur ses besoins, c'était une très bonne nouvelle en fait. Enfin, on allait pouvoir avoir des réponses. Enfin, on allait pouvoir avoir l'aide de professionnels. Enfin, on allait pouvoir avoir de la reconnaissance aussi, la reconnaissance de ses difficultés. Donc, il allait pouvoir avoir des aménagements particuliers à l'école. Aussi, peut-être avoir un petit peu plus d'empathie des personnes autour de lui, qui allaient mieux comprendre aussi qu'il fonctionne différemment. Que si parfois il a des comportements inadaptés socialement, eh bien, ce n'est pas exprès, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Voilà. Moi, je l'ai vu comme vraiment quelque chose de très positif, d'avoir enfin toutes ces réponses et d'en apprendre plus sur lui. Alors, je peux pas dire que ça m'a pas remué parce que bien sûr, ça fait ça m'a procuré des émotions, le fait d'en être certaine, ça fait quand même quelque chose. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était vraiment une bonne nouvelle d'avoir ce diagnostic et de pouvoir avancer avec. Alors par contre, après, derrière, s'en est suivi un espèce de long tunnel parcours du combattant, enfin, voilà, qui a pris énormément de temps, qui m'a pris énormément de temps. C'est-à-dire que déjà, j'ai voulu m'informer, me former sur l'autisme. Voilà, je voulais tout savoir, je voulais apprendre énormément de choses pour mieux comprendre mon fils, parce que j'avais enfin la certitude que c'était ça, que nos soupçons étaient justes. Et du coup, ça ouvre des clés de compréhension. C'est pas, ah, si peut-être s'il était autiste, ce serait pour telle ou telle raison qu'il réagit comme ça ou qu'il ne supporte pas ça. Ou, là, non, c'est certain qu'il est autiste. Et alors, j'ai la possibilité de m'informer sur le fonctionnement autistique pour mieux le comprendre. Donc forcément, c'est assez énorme. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à m'informer. J'ai écouté, regardé énormément de webinaires de professionnels sur l'autisme. J'ai aussi écouté sur YouTube beaucoup de personnes autistes, adultes, parler de leur autisme et de leur façon de voir le monde, parce que je trouve ça tellement intéressant de connaître leur vécu de l'intérieur et leur regard sur l'autisme et sur comment ils le vivent et qu'est-ce qui leur fait du bien et quelles sont les choses au contraire qu'ils considèrent qui sont mauvaises pour les personnes autistes, etc. Je trouve que ce sont des informations extrêmement précieuses pour mieux comprendre mon fils et ses besoins aussi, même si chaque personne autiste est différente évidemment, mais ça aide à mieux comprendre le fonctionnement autistique. Donc j'ai passé aussi beaucoup de temps à écouter ces témoignages-là que je trouvais extrêmement précieux et enrichissants. J'ai lu énormément de livres aussi sur l'autisme et ses différents aspects. J'ai regardé des vidéos, enfin voilà, j'ai avalé énormément d'informations, vraiment. Parce que voilà, j'avais besoin de savoir, j'avais besoin de comprendre. Et tout ça, c'est très précieux, hein, clairement, quand on obtient le diagnostic. On a un monde qui s'ouvre à nous, en fait. On a enfin des clés de compréhension et on peut avancer. Et on a tellement d'informations à disposition que voilà. J'ai passé énormément de temps à m'informer là-dessus. Et c'est vrai que mon esprit tout entier était aussi tourné sur ça. Je n'avais pas forcément
l'envie de faire des vidéos sur autre chose pour poster sur YouTube par exemple à cet instant-là parce que voilà, je pensais énormément à ça. Et à la fois, je me sentais pas non plus prête à en parler publiquement. Là, maintenant, je me sens prête, mais à l'époque, c'était trop frais. J'avais pas envie d'en parler encore. Donc voilà, ça, c'est un premier aspect qui m'a pris énormément de temps. Ensuite, il y a un autre aspect, c'était de trouver les bons professionnels pour accompagner mon fils, parce qu'il avait besoin d'accompagnement. Et à la fois, on trouve de tout aussi. Et puis, il y a même plusieurs écoles. Voilà, quand on commence à s'informer, on se rend compte qu'il y a différentes méthodes pour accompagner les enfants autistes. Certaines plus discutables que d'autres, certaines qui sont fortement critiquées, contestées par la communauté autistique comme étant violentes pour les enfants autistes aussi. Donc au moment de chercher un professionnel, je me dis waouh, attention, attention dans quoi on s'embarque, pourquoi on le fait, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas surtout. Moi l'idée, la façon dont je vois les choses, c'est que je veux aider, je ne veux pas changer mon fils pour qu'il ait l'air moins autiste. De toute façon, on ne peut pas ne plus être autiste. Hein. Les suivis ne peuvent pas enlever l'autisme. Bon, bien que voilà, il y a encore des personnes qui disent que oui, mais ça c'est sûr, c'est prouvé, c'est faux. Après, certaines personnes vont mettre en place des choses qui vont faire que l'enfant aura peut-être moins l'air autiste, mais au final, il le sera toujours autant, mais qui pourront parfois être violentes pour lui. L'idée, c'est pas du tout de cacher l'autisme pour nous, c'est plus d'apprendre à mon fils à mieux vivre avec son autisme, de voir ce qu'on peut mettre en place pour qu'il puisse mieux s'intégrer et se sentir bien dans le monde actuel et mieux le vivre sans renier qui il est, voilà. Et donc, eh bien voilà, après il faut encore trouver les professionnels qui sont sur cette même longueur d'onde et puis comprendre ses besoins pour voir quels sont les accompagnements adaptés. Et c'est pas toujours évident, et il n'y a pas toujours les bons professionnels de disponibles. Voilà, à titre d'exemple, au niveau de l'ergothérapie, on a identifié qu'il y avait un fort besoin d'un suivi en ergothérapie. Et là, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé, ça fait que quelques mois. Mais pendant des mois et des mois, déjà, on a cherché, et puis après, on a trouvé quelqu'un de formé aux besoins de mon fils parce que des professionnels formés à l'intégration neurosensorielle, eh bien, il y en a peu. Et quand enfin on a trouvé quelqu'un, la personne n'était pas disponible pour prendre des nouveaux enfants tout de suite, et on a attendu ensuite plusieurs mois. Et voilà, c'est tout un travail de recherche qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Et forcément, je le plaçais dans mes priorités du moment, puisque voilà, je voulais aider mon fils au plus vite. Ensuite, il y a encore un autre volet qui a pris énormément de temps, c'est celui des aménagements scolaires, puisque on a vite identifié, déjà même avant le diagnostic, que mon fils avait besoin d'aménagements spécifiques à l'école, que sinon c'était très compliqué. Voilà, on a vécu des moments compliqués avant le diagnostic, avant les aménagements. On a vécu des moments de phobie scolaire, voilà, des moments très compliqués parce que il a besoin d'aménagement, qu'il il n'y en avait aucun et que son environnement n'était pas adapté à ses besoins. Et pourtant, il est dans une bonne école, bienveillante, alternative, etc. Mais il a besoin d'aménagements spécifiques, ne serait-ce que par rapport aux troubles sensoriels, par rapport au rythme aussi. Donc, on a mis en place des choses en concertation avec l'école, en concertation avec les professionnels, par rapport à nos observations, par rapport à nos lectures. Enfin voilà, encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Et on a pu mettre en place beaucoup d'aménagements à l'école pour améliorer son quotidien là-bas et qu'il se sente mieux. On a diminué aussi beaucoup les heures d'école. Donc là, il est vraiment en temps partiel parce que voilà, il est trop fatigable pour être scolarisé à temps plein et qu'il vaut mieux faire moins d'heures mais que ça se passe bien. Voilà. Et puis, il a fallu aussi trouver des accompagnants pour l'école. Vous savez, les AVS, AESH, comme on dit en France. Alors, pour rappel, moi, j'habite en Belgique et en Belgique, les AVS, les AESH, tout ça, ça n'existe pas. L'État ne fait rien pour ses enfants. Donc voilà, en France, on dit que c'est déjà pas terrible, mais en Belgique, à ce niveau-là, c'est encore pire. Et en fait, ce sont des personnes bénévoles qui travaillent dans des associations. Donc, ce sont des associations qui font le boulot. Et il faut faire des démarches auprès d'associations pour obtenir des bénévoles qui voudraient bien venir aider notre enfant à l'école sur quelques demi-journées par semaine. Voilà comment ça fonctionne. Donc ensuite, voilà, on a dû faire ces démarches-là aussi pour avoir quelqu'un pour l'aider quelques demi-journées par semaine, puisqu'il en avait besoin. Et voilà, tout ça, forcément, ça prend énormément de temps et d'énergie.
Et puis aussi, voilà, tout mon esprit était tourné sur ça. C'était ma première priorité, forcément. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que vraiment, ça roule, quoi. Les choses se sont mises en place, donc je suis vraiment très heureuse. Je pense vraiment sincèrement que mon fils est bien entouré. À l'école, il est très bien accompagné et les aménagements qui ont été mis en place, la réduction du temps scolaire et aussi tout ce qui a été mis en place là-bas pour qu'il se sente mieux là-bas, a l'air de très bien fonctionner. Et du coup, maintenant, il retourne à l'école avec plaisir, il s'épanouit là-bas, il est bien intégré, enfin voilà, ça se passe vraiment très bien. Donc je suis très contente et il a son accompagnante qui a commencé là récemment. Donc voilà, c'est cette année-là, depuis septembre, ça se passe vraiment beaucoup mieux avec tout ce qu'on a mis en place petit à petit en tâtonnant et en tombant aussi sur des bonnes personnes, hein. Je m'estime tellement chanceuse d'avoir ces personnes-là pour accompagner mon fils à l'école. Et je sais qu'il y a énormément d'enfants dans sa situation qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas un accompagnement comme ça et pour qui c'est très compliqué. On a énormément de chance que ça se passe comme ça. On a vécu des moments compliqués, hein, clairement. D'ailleurs, avant, il était dans une autre école et avant même le diagnostic, et là, c'était extrêmement compliqué. Et là, voilà, maintenant, au niveau de l'école, en tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. Et donc, j'en suis vraiment très heureuse et je sais qu'il est bien accompagné et que tout ce travail a porté ses fruits. Et au niveau des professionnels aussi, je pense qu'on a énormément de chance aussi d'avoir trouvé des bons professionnels pour l'accompagner, en qui on a confiance. Et je sais aussi que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, les choses se sont mises en place et là, je commence à nouveau à souffler vraiment tout juste, à me dire, ça y est, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, on a ça, ça, ça. Et voilà, les choses semblent en place et pour l'instant, ça roule. Et donc d'un coup, ça me retire quand même un énorme poids et ça me libère énormément de temps. Et puis au niveau de l'autisme, je ressens moins le besoin de me former. Je continue de le faire, mais je l'ai tellement fait avant que j'ai moins besoin de le faire maintenant. Et voilà, à la lumière de cette nouvelle information concernant mon fils, c'est sûr que ça m'aide à mieux l'accompagner et que toutes les réflexions autour de ses comportements, ses besoins, son autisme, ce que j'ai appris, etc., et les observations qu'on a pu faire, ça a été fait aussi. Et même si c'est un travail qui est en perpétuelle évolution, qui ne s'arrête jamais, comme avec n'importe quel enfant d'ailleurs, hein, on ne cesse jamais d'adapter notre accompagnement au fur et à mesure qu'il grandit. Hein, pour n'importe quel enfant, c'est le cas. Mais c'est sûr que je suis beaucoup moins à retourner les situations dans tous les sens qu'avant, parce que je suis beaucoup plus éclairée qu'avant aussi sur tout ça. Voilà. Le plus gros du travail a été fait, je pense. Donc voilà, tout ça, vous l'aurez compris, ça m'a pris énormément de temps et c'est la première raison qui a fait que j'étais absente sur les réseaux sociaux cette année parce que j'étais voilà, vraiment prise par tout ça, j'avais l'esprit accaparé par ça et je préférais mettre mon temps là-dedans parce que c'était ma priorité. Ensuite, la deuxième grande raison, c'est que j'ai créé mon programme d'accompagnement Une relation harmonieuse avec mon enfant. Donc, j'avais ouvert les inscriptions, j'avais 15 mamans qui m'ont fait confiance pour m'accompagner dans la création de ce programme et je leur suis très reconnaissante et qui ont constitué le premier groupe pour tester le programme alors qu'il n'était pas encore créé et j'ai vraiment créé les vidéos avec elles au fur et à mesure. Et donc, en fait, des vidéos, j'en ai créé plein. Du contenu, j'en ai créé plein. Mais du coup, vu que j'avais moins de temps avec l'accompagnement de mon fils et les mises en place et tout ce que j'ai expliqué avant, le temps dont je disposais pour créer des vidéos et du contenu, c'était pour mon programme, forcément. C'était pour mes clientes. Elles passaient en premier, évidemment. Et donc, j'ai créé énormément de contenu, énormément de vidéos pour mon programme, pour mes clientes. Honnêtement, ce programme, j'en suis vraiment très contente. Je regardais l'autre jour, hein, je suis repassée dedans. Je pense que il est vraiment complet, avec du contenu de qualité qui, j'en suis certaine, pourra aider des mamans dans leur cheminement et leur accompagnement avec leur enfant ou leurs enfants. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai créé dans ce programme. Et du coup, c'était ça la deuxième raison pour laquelle je n'étais pas sur les réseaux sociaux ou très peu pendant cette dernière année. C'est que j'étais vraiment à fond sur la création de ce programme. C'était un projet qui me tenait vraiment très à cœur, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus parfait possible, le plus complet possible. J'ai passé énormément de temps à faire les vidéos, à peaufiner le contenu.
à le sourcer aussi. Voilà, c'était un gros travail et d'ailleurs j'avais sous-estimé le temps que ça allait me prendre et ça a pris plus de temps que ce que je pensais au départ, mais je préférais vraiment prendre plus de temps pour le faire et que ce soit bien comme je l'avais imaginé, plutôt que de bâcler pour sortir le programme plus vite, quoi. Voilà. Et je suis très heureuse aussi d'annoncer que je vais bientôt réouvrir des inscriptions pour le deuxième groupe, en fait, pour la deuxième session. Donc ce programme, pour rappel, j'en avais déjà parlé à l'époque où j'avais ouvert les premières inscriptions. C'est un programme que j'ai créé pour les mamans qui souhaitent accompagner leur enfant dans le respect, qui souhaitent ne plus utiliser de violences éducatives ordinaires, mais qui parfois ont du mal à mettre tout ça en pratique, qui se retrouvent coincées dans des schémas automatiques en fait qu'elles reproduisent malgré elles de violences envers leur enfant. Elles vont se mettre à crier alors qu'elles avaient décidé qu'elles ne voulaient plus crier ou menacer ou faire du chantage ou punir ou avoir des gestes brusques alors que ce n'est pas ce qu'elles souhaitent, mais elles n'arrivent pas à changer leur manière de faire parce que c'est compliqué, parce qu'il ne suffit pas de le décider pour y arriver du jour au lendemain, ce serait trop simple. Et je ne le sais que trop bien puisque je suis passée par là et c'est ce que j'avais expliqué quand j'avais ouvert les premières inscriptions. Il y a quelques années, quand ma fille était bébé, que mon fils avait 3 ans, entre 3 et 4 ans, on a vécu une période extrêmement compliquée où j'étais vraiment rentrée dans les violences éducatives ordinaires quotidiennement, je lui criais dessus et j'étais totalement déboussolée par certains comportements et du coup je réagissais au quart de tour et malgré toute ma bonne volonté initiale d'être dans la bienveillance, etc., ça ne fonctionnait plus du tout chez nous, pour nous. Et j'ai dû faire vraiment un énorme travail sur moi d'abord et sur ma compréhension des besoins des enfants, etc. Et bien pour changer ça et pour sortir de cette spirale infernale des violences éducatives ordinaires. Je raconte plus en détail mon vécu dans mon article que j'avais écrit l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an du coup, donc je vais le mettre dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc, dans ce programme, on travaille là-dessus, on travaille sur les blessures du passé, on travaille sur les automatismes ancrés, comment changer ces automatismes pour sortir des violences éducatives ordinaires. Et puis, on parle des situations compliquées avec son enfant, comment mieux gérer ce type de situation, comment gérer les crises, les comportements débordants, entre guillemets. Et donc, il y a tout un aspect qui est tourné vraiment sur la maman, parce que pour bien prendre soin de son enfant, il ne faut pas s'oublier soi-même et c'est important aussi que la maman s'occupe d'elle-même, soit à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, de son monde intérieur et qu'elle prenne du temps pour elle aussi, pour se sentir bien, pour être la meilleure version d'elle-même auprès de son enfant. Donc il y a tout un volet sur ça où vraiment on se concentre sur la maman. Et il y a aussi tout un volet sur l'enfant et la compréhension de l'enfant. Comment mieux comprendre son enfant. Qu'est-ce qui se cache derrière les comportements compliqués? Comment décrypter ça pour mieux l'accompagner et rester respectueux en toutes circonstances? Et bien sûr, on travaille aussi sur les émotions de la maman, je l'ai dit, et aussi les ressources de la maman. Comment accompagner au mieux son enfant, même quand soi-même, on commence à se sentir submergé. Comment gérer cette vague qui monte, le fait de se sentir submergé. Donc je donne des outils d'urgence à utiliser dans ces moments-là pour essayer de relâcher la pression pour ensuite pouvoir mieux accompagner son enfant. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas l'accompagner si on est soi-même complètement submergé. Et pour rester respectueux envers lui malgré tout, même si soi-même on n'est pas au top. Et comment lui communiquer aussi qu'on n'est pas au top. Parce qu'il n'est pas question là de faire semblant d'aller bien, d'utiliser une petite voix mielleuse alors qu'en fait on a juste envie de hurler et tout, de faire semblant. Non, ça j'y crois pas du tout. Je crois que nos enfants ont aussi besoin qu'on soit authentique et sincère. Et la question c'est plutôt de comment faire pour rester respectueux et gérer notre propre monde intérieur dans ces moments-là en fait. Et alors par rapport à ça, le cœur de ma philosophie, le cœur de ma démarche, c'est vraiment de se centrer sur les besoins de chacun, les besoins du parent et aussi les besoins de l'enfant pour essayer de concilier tout ça ensemble. Et donc voilà, c'est une approche empathique. On va essayer vraiment de se connecter à son enfant, à son amour pour son enfant et à ses besoins pour mieux le comprendre et mieux l'accompagner. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre son enfant, je donne pas mal d'informations assez poussées sur le développement de l'enfant pour mieux saisir aussi certaines étapes de son développement ou certaines particularités qui pourraient expliquer tel ou tel comportement. Parce que quand on comprend mieux les comportements, c'est plus facile aussi de rester calme dans les moments compliqués.
On va plus les vivre d'ailleurs comme des moments compliqués parce que on saura que c'est normal et que ce n'est pas exprès, que ce n'est pas contre nous. De penser comme ça aide énormément. Et cette approche, j'en suis tellement convaincue parce que, en fait, le fait de se connecter à son enfant, même quand il a des comportements compliqués qui nous dépassent, qui nous désarçonnent, le fait de pouvoir se connecter à lui et à ses besoins et de chercher quels sont les besoins qui se cachent derrière ses comportements, qu'est-ce qu'il essaye de nous exprimer. Et le fait de continuer de voir le bon en lui, même dans ces moments-là, et donc de lui manifester notre amour inconditionnel, de se connecter à cet amour qu'on a pour lui et de se connecter à lui, clairement ça, c'est ce qui a sauvé ma relation avec mon fils. Parce que pendant toute cette période où on n'avait pas encore de diagnostic et où c'était extrêmement compliqué de comprendre ses comportements et ses besoins derrière les comportements, parce qu'il avait un fonctionnement atypique et qu'on n'était pas formé et qu'on ne le savait même pas, et du coup on était dépassé par certains comportements. Le fait de continuer de voir le bon en lui et de se dire ok, même si je comprends pas le pourquoi du comment, je garde confiance, il doit y avoir une bonne raison et je vais essayer de comprendre. Et le fait de le voir sous ce prisme-là, je pense que clairement ça nous a sauvé la vie parce que si on était parti dans une éducation traditionnelle avec des cris, des réprimandes, des punitions et le fait de penser toujours qu'il fait ceci ou cela pour nous embêter personnellement, ça aurait été un enfer. On serait tombé dans un cercle vicieux, conflictuel, on aurait été en conflit permanent, ça aurait été invivable, mais ça j'en suis certaine. Et d'ailleurs, je le vois que ce qui apaise mon fils, souvent, c'est la connexion, c'est la compréhension, l'empathie, la réponse aux besoins. Comme tous les enfants d'ailleurs, un neuroatypique ou pas, si on répond à leurs besoins et qu'on a une approche empathique, ça va les apaiser parce qu'ils vont se sentir compris. Et donc j'ai tellement vu et vécu de l'intérieur le fait que se connecter aux besoins profonds de l'enfant soit tellement essentiel pour apaiser les relations et pour traverser les moments compliqués, les moments de tempête, que j'ai vraiment envie de le partager et ça m'anime en fait. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je suis tellement convaincue que cette approche empathique basée sur les besoins de tous et la compréhension des besoins derrière les comportements, parce que tout comportement, aussi compliqué soit-il, cache toujours un besoin, peut vraiment aider et sauver des relations de famille, sauver le quotidien des familles qui traversent des difficultés. Et je suis tellement intimement convaincue de ça, de par déjà mes convictions et du travail que j'ai fait, mais aussi de par mon expérience, que j'ai vraiment envie de partager ça avec d'autres familles, avec d'autres mamans. Ça m'anime vraiment, vraiment fort et je suis très enthousiaste de réouvrir les inscriptions pour ce programme. Et donc du coup, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre en barre d'infos un lien pour se préinscrire pour être tenu informé de l'ouverture des inscriptions. Donc ça n'engage à rien de se préinscrire. C'est juste que quand je vais ouvrir les inscriptions, je vais d'abord envoyer un email à la liste des personnes préinscrites pour qu'elles puissent s'inscrire en priorité. Voilà, il y a une priorité donnée aux personnes préinscrites. Et ensuite, s'il reste des places, j'ouvrirai à ma communauté plus large et enfin ensuite à tout le monde. Ce sera une session de 20 places. Voilà, les places sont limitées à 20 places. Je préfère un groupe pas trop gros pour avoir des meilleurs échanges. Et voilà, du coup, je suis très excitée de continuer ce beau projet. Je continue aussi d'enrichir le programme. Donc, la façon dont ça se passe, une fois que vous êtes inscrite, on démarrera donc en janvier, tous ensemble, parce que entre les inscriptions et janvier, bien, il y aura les fêtes et tout le monde sera bien occupé. Et en janvier, on démarrera ensemble et vous recevrez toutes en même temps des vidéos. Enfin, en fait, elles vont se débloquer toutes seules au fur et à mesure, 1 à 2 vidéos par semaine qui suivent un cheminement bien précis pour avancer, pour apprendre, s'informer et cheminer, avec des petits exercices à faire aussi au fur et à mesure. Et vous pourrez toutes vous soutenir aussi au sein du groupe Facebook, puisqu'il y aura un groupe Facebook privé et vous pourrez échanger, partager vos avancées et vous pourrez aussi me poser vos questions pour que je vous débloque sur des points précis s'il y a besoin. Alors quand je dis que je vous débloque, je donne pas de recettes toutes faites en disant s'il y a ça, faut faire ça, parce que je crois que chaque situation est unique et chaque enfant est unique et chaque famille est unique, chaque personne est unique. Donc voilà, ça ne fonctionne pas à mon sens, mais par contre, je peux donner des informations sur le développement de l'enfant qui peuvent peut-être aider à changer de regard sur la situation, à prendre du recul. Je peux poser des questions qui peuvent vous amener à réfléchir sur vous-même aussi,
sur votre situation, à prendre du recul. Et donc, je peux vous amener à vous débloquer. En final, c'est vous qui vous débloquez avec mon aide. Et puis aussi, les échanges avec les autres mamans peuvent être extrêmement enrichissants. Il peut y avoir des partages d'expériences. Et ça, je l'ai vraiment vu avec le premier groupe. Voilà, les échanges peuvent être vraiment riches et très chouettes parce qu'on a une communauté de mamans qui aspirent aux mêmes objectifs et qui se soutient et c'est très beau à voir, voilà. Et ce que j'ai prévu aussi pour cette session-ci, ce sont des Facebook Live au sein du groupe privé pour pouvoir se parler en direct, poser des questions en direct et échanger en direct. Voilà, donc je suis très contente de commencer ça bientôt. Et du coup, si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas de mettre votre nom sur la liste d'attente pour ne pas louper l'ouverture des inscriptions qui aura lieu au mois de décembre. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Elle était assez longue. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Pour ma part, je suis vraiment contente d'avoir partagé tout ça parce que voilà, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas venue sur YouTube et que il y avait un décalage entre ce que je vivais et ce que je communiquais. Et là, je suis contente d'avoir accordé tout ça. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.